pied diabétique, ce sera notre sujet d'aujourd'hui. Mais sachez que le pied diabétique se caractérise par une ulcération infectée ou non due à la neuropathie périphérique. Trop technique, trop compliqué, trop difficile pour comprendre d'un seul trait, mais ce sera dans un français plus facile avant 7h30 dans cette émission, dans ce rendez-vous. Le rendez-vous du jeudi, celui de la santé, bien sûr. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. On a pas bien. Non, non, piment est bon. Actuellement, regardez, Matin Bonheur, si RTI, l'émission est trop du c'est chic aussi. Je vends des locaux, il s'agit pour venir acheter aussi. Voilà. Si c'est doux pour vous, merci d'être avec nous jusqu'à 7h30. Mais si ce n'est pas doux, oui, restez avec nous et vous allez apprécier cette saveur du matin que nous vous offrons dans ce rendez-vous quotidien. 6h25, 7h30 du lundi au vendredi. Pour aujourd'hui, jeudi, je l'ai dit, jeudi de la santé. Mais que serait la santé sans le sport? Oui, on en parlera avec, bien sûr, notre expert en sport, Ngamblé Konaté, et sans oublier nos différentes sessions d'information. Et dans ces sessions d'information, vous allez certes apprécier les infos et le sourire de Kamel Dia qui sera là dans quelques instants, juste après la couleur du temps. Et aussi, bien sûr, le premier point de l'actualité. Sous la présidence et la présence effective de M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, vous convie à la cérémonie de pose de la première pierre de la construction du Data Center National de Côte d'Ivoire, le jeudi 14 décembre 2023 à 11h, au siège de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, IGF, à Marc-Oriano-Mambo. Le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, au cœur de la transformation numérique de la Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, le temps prévu pour cette matinée. Les régions du littoral et du sud forestier seront sous un temps nuageux tôt le matin, puis le temps sera partiellement nuageux avec des intrusions du soleil. Les autres régions bénéficieront d'un temps ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Abangourou, 25 degrés à Abidjan, 22 degrés à Adiaké, 23 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna et Bundiali, 24 degrés à Daloa, 21 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoua, Guiglo et Kong, 22 degrés à Korogo, 20 degrés pour les villes de Mans et de Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, 22 degrés pour Séguéla, 23 degrés pour Sobré, 24 degrés à Tabou, 23 degrés dans les régions de Tiasalé et de Touba et enfin 22 degrés pour Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les régions du littoral et du sud forestier observeront quelques passages nuageux, suivis de pluies localisées. Ailleurs, le temps sera sous un temps partiellement nuageux. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 32 degrés à Abangourou, 31 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 degrés pour la ville de Bouaké, 34 degrés à Bouna, Bundiali et Daloa, 35 degrés pour Dimbokro, 34 degrés à Gagnoua, 32 degrés pour Guiglo, 34 degrés pour les régions de Kong et de Korogo, 33 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés pour San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 32 degrés pour Soubré, 31 degrés à Tabou, 32 degrés pour les régions de Tiasalé et Touba, et enfin 33 degrés pour Yamoussoukro.
Bonjour à tous. Les ambassadeurs désignés de la République arabe d'Égypte, de la Guinée équatoriale, de l'État du Qatar et du Saint-Siège ont présenté leur lettre de créance au président Alassane Ouattara. Ces diplomates ont tous promis d'œuvrer à la consolidation des relations de coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Les infrastructures judiciaires financées entièrement par le C2D, désormais disponibles, c'est le cas du tribunal de première instance et le centre d'observation des mineurs de Belgerville. Ils ont été inaugurés hier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Ces bâtiments permettront aux usagers de l'appareil judiciaire de disposer d'un outil supplémentaire. L'élection partielle des sénateurs est annoncée pour le 23 décembre prochain. Avant la tenue de ce scrutin qui enregistre 9 candidatures, la commission électorale indépendante donne quelques précisions sur l'organisation. Écoutons cet extrait du porte-parole de la CEI. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale et particulièrement de l'ensemble des conseillers municipaux et des conseillers régionaux de la région du Guémont que la date pour l'élection partielle des sénateurs de la dite région est fixée au samedi 23 décembre 2023. Les bureaux de vote ouvriront à 8 h et fermeront à 17 h à l'EPV catholique 1 et 2 à Douekoué, chef-lieu de région. La campagne électorale s'ouvrira le lundi 18 décembre 2023 à 0 h pour s'achever le jeudi 21 décembre 2023 à minuit. La commission électorale indépendante invite, par conséquent, le vendredi 15 décembre 2023 à 10 h précises, à son siège d'Abidjan-Cocody 2 Plateaux, les candidats retenus, dont la liste définitive a été arrêtée et publiée depuis le samedi 26 août 2023, à une réunion d'information et d'échange suivie de la remise officielle des affiches et spécimens de bulletins de vote. La carte nationale d'identité sera exigée pour le retrait de ces documents. Les représentants des candidats devront se munir, en outre, d'un mandat dûment signé. La commission électorale indépendante rappelle, par ailleurs, aux candidats que la liste des électeurs peut être consultée sur son site internet. La commission électorale indépendante compte sur le civisme de tous pour la bonne tenue de cette élection. Au Mali, une attaque du JNIM a eu lieu à Farabougou, une localité située dans le centre du pays. Au moins une quarantaine de soldats maliens et de chasseurs traditionnels auraient été tués. Israël fait face à la pression de ses alliés, notamment les États-Unis. Le président américain Joe Biden a dénoncé des bombardements aveugles et le refus d'Israël pour une solution à 2 États. Mais mercredi, Israël a répété qu'il n'était pas question d'interrompre l'offensive en cours. Fin de ce premier point de l'actualité. Rendez-vous à 7 h. Merci beaucoup, Kamel Dia. Bonjour. Bonjour, Angèle. Ça va bien? Ça va. La journée a bien commencé. La journée commence très bien. OK, on sera là tout à l'heure à 7h00. À 7h00. Et puis demain aussi? Oui, demain. Demain. Léon Bou reste à la maison. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Angèle. Excellente journée. Et à tout de suite pour un autre point de l'actualité. Allez, on n'aura pas grande transition. On va aller directement parce qu'aujourd'hui, on va parler encore sport, vérificateur plus, à savoir ce que nous avons à vérifier sur le net. Et sans oublier qu'on parlera santé avant la fin de cette émission. Allez, nous allons le recevoir et avec lui, vous savez que c'est bien sûr l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire et pas seulement l'actualité en Afrique parce que la Côte d'Ivoire va
recevoir bien sûr tous les pays qualifiés, les 24 bien sûr pour cette Coupe d'Afrique des Nations, mais des milliers et des milliers et des milliers de visiteurs. Avec lui, on parle aussi de la CAN aujourd'hui, c'est du rétro CAN, comme tous les jeudis. Allez, Ongamble Konaté avec nous dans quelques instants. Voilà, nous sommes avec lui. Ceux qui s'attendaient à ce qu'il danse aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, pas de danse, voilà. Mais sur cette belle musique qui accompagne bien sûr la CAN, c'est l'hymne de la CAN, voilà. Absolument. Avec Magic System, Yemi Alade et puis Ramadan, voilà, cet artiste égyptien qui ajoute cette sauce arabe, voilà. Yemi Alade pour le côté anglophone et puis Magic System, voilà, pour le côté francophone. L'Afrique est représentée dans cette très belle chanson. Absolument. Alors, Retro CAN aujourd'hui, pour ce 6e numéro de Retro CAN, on va parler bien sûr de nous, de la Côte d'Ivoire, de 2005 à 2013. Voilà, on va juste commencer par ces éléphants qui sont qualifiés en 2006. En 2006, c'est Génération Dorée. Alors, il faut déjà préciser que on a manqué la Coupe d'Afrique des Nations en Tunisie en 2004. Oui. Donc, on en a profité pour reconstituer une équipe, on va dire, compétitive, avec notamment Didier Drogba qui venait donc d'arriver en 2003 au sein de la sélection ivoirienne. Oui. Vous avez également les ex-académiciens Yaya Touré, Kopa Bari, Aruna Dendane et tous ceux-là qui rejoignent également la sélection, Baki et tout le monde. Donc c'était une équipe compétitive, coachée donc par le français Henri Michel, et c'est comme ça qu'on s'envole pour l'Égypte, pour la CAN 2006 en Égypte. Donc on fait un premier tour, on va dire, exceptionnel, puisqu'on bat quand même le Maroc au premier match, la Libye 2-1, toujours un but de Didier Drogba. Premier match, deuxième match toujours. Ouais. On s'incline 3-1 face à l'Égypte. On se qualifie pour les quarts de finale. On affronte qui? Le Cameroun de Samuel Eto'o à l'époque. Vous vous souvenez de ce match-là? 2006, c'était une année. Hein? Un but partout. Au terme du temps réglementaire, ça va se jouer. Donc au tir au but, tout le monde tire, on reprend. Samuel Eto'o se présente devant Jacques Tizier. Qu'est-ce qui va se passer? On va suivre cette séquence. Vous ne voulez pas qu'on suive cette séquence-là? Allons-y, allons-y. On y va. Jean-Jacques Tizier, c'est un duel. Tizier avait gagné son duel face à Eto'o au cours du match. Eto'o, il a dans les airs. Il rate, mais c'est pas fini. Hein. Attention à votre micro. Je vous laisse nous annoncer que nous sommes qualifiés. Didier Drogba, il s'avance. Didier, terminé. La Côte d'Ivoire est en demi-finale. On nous ramène loin. Hein. Oui, on nous ramène quels souvenirs. On a forcément un pincement au cœur parce que là, au commentaire, c'est Ricardo Zama, Alain José et Benson Pierraka qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant. On a une grande pensée. Il y a quelques jours même, on se rappelait de son départ. Ça fait 2 ans. Mais quel souvenir ce jour-là. Ce jour-là, parce que le Cameroun a failli nous barrer donc le chemin. On se rappelle lors des éliminatoires, donc la Coupe du Monde en 2005. Et finalement, ça s'est bien passé pour nous puisqu'ils ont fait 1-1 face à l'Égypte. Et nous, on avait la chance de gagner donc au Soudan. On s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Ce match a été important. On élimine dans le Cameroun en quart de finale. En demi-finale, on l'emporte face à... on va dire on gagne en demi-finale face au Nigeria, dont de Djedje Okocha. La finale, toujours sur un but de Didier Drogba. En finale, malheureusement, on va s'incliner face à l'Égypte au tir au but. On se souvient. Mais ce fut un très beau parcours. C'est bien de le dire tout doucement parce que cette année-là, 80 000 spectateurs. C'était un grand moment de football quand même. Oui, c'était un grand moment de foot. On va terminer vice-champion donc en 2006. Bien sûr. Voilà. On était tout de même heureux. C'est vrai, et puis on s'est battus comme des forcenés. Absolument. Et on est arrivé quelque part quand même. Parce qu'on n'avait pas joué la CAN 2004, la CAN en Tunisie. Et là, on revient en 2006, on dispute la finale, on la perd simplement au tir au but. Je pense que c'était une belle génération. Et c'était le début d'une génération dorée, on va dire. Bien sûr, et depuis 2006, on avait cette habitude, on a commencé à avoir cette habitude d'aller en finale, en demi-finale. Et c'était assez important pour notre équipe. Oui, assez intéressant, surtout en fin de compétition. Didier Drogba et Boué Emmanuel sont retenus dans le 11 type. Donc de la CAN 2006. Bien sûr. Et puis série sur le gâteau, Didier Drogba a fait une belle saison 2006 parce qu'il va terminer champion d'Angleterre. Il va inscrire 3 buts à la CAN, champion d'Angleterre, vainqueur de la Community Shield, meilleur passeur de la Première Ligue. Tout naturellement, il gagne le Ballon d'Or, le tout premier de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc le Ballon d'Or africain, on va dire, en 2006 toujours. Et on part maintenant en 2008. Voilà, en 2008, Henri Michel va céder sa place à l'Allemand Ulrich Stilicke, qui nous entraînait donc on part au Ghana, juste à côté, pour la CAN 2008. On fait également un premier tour, on va dire, irréprochable.
Malheureusement, donc, en quart de finale, malheureusement, en quart de finale. Non, en quart de finale, on gagne même. Oui. On gagne en quart de finale et c'est en demi-finale, malheureusement, qu'on va tomber face à l'Égypte, qui va nous balayer. L'Égypte, belle formation. Oui, on sort quatrième parce qu'on paie également le match de classement face au Ghana, oui, dont le voisin ghanéen qui était organisateur du tournoi. Oui. On termine quatrième, mais on a quand même une petite consolation. Yaya Touré est dans l'équipe type de la CAN 2008. On va dire que c'est la petite consolation. Oui. En 2010, c'est pareil, on fait un premier tour irréprochable. Oui. Malheureusement, on sort en quart de finale. Cette fois-ci, c'est l'Algérie qui nous bat 3-2. Vous vous souvenez donc de ce but que Kader Keita marque, avant même la célébration, oui, les Algériens égalisent 3-2. On quitte également la compétition en 2010. Mais bon, ce fut quand même de grands moments de sport, surtout avec ces nations-là. Mais c'était beau en tout cas. Et c'était bon aussi du côté de l'Égypte parce qu'en 2008 comme en 2010, c'est l'Égypte qui remporte le trophée pour la 3e fois. Ah oui, ils ont plané sur la compétition, effectivement, puisqu'ils nous ont battus en 2006 à domicile. Oui, en 2008, justement, ils gagnent également en 2010. Ça fait, oui, 3 trophées d'affilée, le 7e de leur histoire, avec cette belle génération coachée par, on va dire, Hassan Cheata. Vous vous souvenez donc de cet entraîneur égyptien. Oui. Vous avez au sein de cette belle sélection égyptienne Mohamed Aboutrika, qu'on n'aimait pas trop, Mohamed Aboutrika. Et surtout, oui, le diable de gardien là, qui nous fatiguait, oui, beaucoup. Oui. Et tout ça. Donc c'est une belle génération, Mohamed, Zidane et tout le monde. Oui. Et voilà. Donc, voici un gardien, quand on voit, on sait que ça va chauffer. Oui, absolument. Mais quand même, on l'aimait parce qu'il était très performant. Oui, il était performant. Mais bon, c'était de beaux duels à l'époque en tout cas. Quand même, et de bonnes guerres aussi. Alors, on part bien sûr en 2012, hein, où les éléphants de Côte d'Ivoire sont vice-champions d'Afrique. En 2012, c'est l'Ivoirien François Zawi qui coach les éléphants. Oui. Donc on part en Guinée équatoriale. Au Gabon, c'est les 2 pays qui co-organisaient dans la compétition. Oui. Il faut rappeler que c'est la 2e fois de l'histoire seulement que 2 pays co-organisaient la compétition. Après, bien évidemment, le Cameroun et le Nigeria en 2000. On dépose dans nos valises pour la 20e fois, donc c'était la 20e participation de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations, en Guinée équatoriale. Ça se passe bien pour nos premiers tours. Là, vous voyez le doublé de Didier Drogba face à la Guinée équatoriale, pays co-organisateur de la compétition, 3-1. En demi-finale, on va également briller. Vous vous souvenez de ce but, ce slalom donc, de Kwasi Yao Gervino qui prend le ballon depuis le milieu de terrain et qui va marquer face au Mali. Donc on gagne 1-0 en demi-finale et en finale, malheureusement 0-0 terme du temps réglementaire. Toujours les prolongations 0-0 et on perd au tir au but face à la Zambie. Oui. Ce jour-là, c'était difficile pour nous. Après, que Didier Drogba avait manqué un penalty donc, au cours du match. Oui. C'est très très difficile ce jour-là en 2012. Et là, la Côte d'Ivoire était le seul pays qui est éliminé sans encaisser de but du début jusqu'à la fin. Absolument, on détient ce double record. Déjà en 1992, la Côte d'Ivoire est la seule sélection africaine à avoir gagné la compétition sans encaisser de but. Oui. En 1992 déjà. En 2012, on est également la seule sélection à avoir donc disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations sans avoir encaissé de but. Donc on détient le record dans les 2 sens. Alors, on poursuit et on va presque terminer. La Côte d'Ivoire a été quart de finaliste en Afrique du Sud en 2013. En 2013, c'est le Français Sabri Lamouchi qui prend donc le contrôle l'encadrement technique des éléphants, oui, effectivement. C'était de côté de l'Afrique du Sud. On fait un premier tour, une fois de plus irréprochable. Malheureusement, on va tomber en quart de finale face aux Super Eagles du Nigeria, 2-1. C'était la dernière compétition, la dernière Coupe d'Afrique des Nations disputée par le capitaine emblématique des éléphants, Didier Drogba. Oui. C'était sa dernière CAN avec les éléphants. On va dire durant cette décennie, cette génération-là a disputé 2 finales de Coupe d'Afrique, une demi-finale et 2 quarts de finale, on va dire. Mais ce fut quand même, on va dire, une génération qui nous a fait rêver, oui, malheureusement qui n'a pas remporté d'étoile continentale. Mais on est toujours fiers. On est toujours fiers de lui, bien sûr. On est toujours fiers. Parce qu'en temps, on a quand même disputé 2 Coupes du Monde, oui, donc, notamment oui, en Allemagne en 2010. Et puis en Afrique du Sud en 2010. Non, en 2006 en Allemagne, oui, en Afrique du Sud en 2010. Donc je pense qu'on a longtemps caracolé seul en tête du classement FIFA, oui, en ce qui concerne l'Afrique. Donc c'est une très très belle génération qui nous a beaucoup fait rêver, oui, et avec laquelle on a vibré un peu partout en tout cas. On va s'arrêter là en 2013. Je sais que vous voulez arriver en 2015, mais patientez. On va arriver en 2015, mais pour l'instant, nous nous arrêtons pour ce retour CAN en 2013. Donc c'était l'époque 2005-2013 pour savoir ce que nous avons fait. Nous avons fait de grandes choses et on est toujours fiers de cette belle équipe que nous allons encore accompagner en 2024 pour cette belle CAN qui aura lieu quand même chez nous. Allez, Ougamblé, on reste encore ensemble, mais juste après le jingle, on va maintenant s'occuper de nos téléspectateurs avec le quiz de CAN. Sachez que c'est tout simplement un seul numéro que nous vous donnons et sachez que vous devez nous envoyer que des SMS. Sachez que vous ne devez pas nous appeler 07 48 75 44 76 pour la question du jour
Le quiz de Cannes. Quiz de Cannes. Oui. C'est une question qui est, on va dire, relativement facile pour ceux qui nous ont suivis. Alors, on va demander à nos téléspectateurs quelles sont les 2 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations au cours desquelles la Côte d'Ivoire est arrivée en finale sans avoir encaissé de but. Quelles sont les 2 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations au cours desquelles les éléphants de Côte d'Ivoire ont disputé la finale sans avoir encaissé le moins de buts? Allons-y au 07 48 75 44 76. Et voilà, c'est ici que nous allons vous recevoir pour tout simplement vous remettre vos différents lots. Hein, pour ceux qui vont nous emmener de bonnes réponses. Comme tout à l'heure, on va recevoir nos gagnants de la semaine dernière et du début de cette semaine. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Oui, et puis on sera là encore prochain rendez-vous pour parler Cannes. Oh oui, prochain rendez-vous déjà le lundi pour Info Cannes. On va parler cette fois-ci du stade, du magnifique stade Alassane Ouattara de Bimpe. On va terminer avec Info Cannes à ce niveau-là. Et puis le jeudi, on se retrouve pour parler de la génération 2015. On a remporté donc le trophée pour la 2e fois de notre histoire. Jusqu'à 2021, la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à notre bibliothèque sportive, Gamblé Konaté. Allez, c'est vrai qu'on parle football, mais là, on va faire remplacement basket. C'est assez rapide parce qu'on va recevoir un autre invité dans quelques instants. Six groupes de dinosaures et de carnassiers. Des équipes de combattants irréductibles, prêts à livrer bataille jusqu'au bout. Des stars à voir et aduler. L'Afrique du football est en feu et ses supporters bouillonnent d'impatience. Qui aura le dernier mot au soir du 11 février 2024? Restez branchés sur les chaînes et supports digitaux du groupe RTI. La ferveur commence maintenant. La CAN, c'est chez nous. Et oui, la CAN, c'est chez nous. C'est une belle CAN à suivre du 13 janvier prochain au 11 février 2024. Et sachez que la Côte d'Ivoire vous réserve de très belles choses. Enfin bref, pour l'instant, nous sommes avec notre expert digital. Voilà, avec lui, on va vérifier ce que nous avons sur le net. Batlemi Get Kona. Oui. Voilà, bonjour, bienvenue. Bonjour Joval. Ça va bien? Parfaitement, ça va très bien. Et chez toi? Oui, super bien. Si ça va bien chez les téléspectateurs, c'est que ça va bien chez moi, parce que je suis là pour eux. Hein? Alors, rapidement, la CAN, on est aussi près du côté. On a hâte d'y être, là, la FIB patriotique parle à nous tous, donc voilà. Oui. Là, on ne peut plus compter les jours, on attend juste le 13. On a hâte. Ah ben, et plus les jours avancent, plus il y a ce petit stress-là. Enfin, on parle des bad buzz, voilà, orchestrés, oui. Et des e-réputations. Exactement. Voilà. On parle donc de bad buzz et e-réputation. Oui. Alors rapidement, la semaine dernière, justement, on parlait donc de ce thème-là. Oui. On a parlé des bad buzz. Comment sortir justement, soigner sa réputation juste après un bad buzz. Assez rapidement, on s'est dit, un bad buzz n'est pas une fin en soi. Hein. Il est possible de redorer son image, sa réputation juste après un bad buzz. Oui. Et pour peu que vous suiviez un certain nombre d'instructions, notamment donc, soigner la sortie de cette crise-là, notamment prendre de la hauteur, du calme, comprendre ce qui s'est passé avant de prononcer une réponse assez réussie, assez calme. Ensuite, produit voilà, on va dire des excuses et des clarifications pour préciser pourquoi on a été empêtré dans ce bad buzz-là. Et enfin, distiller du contenu positif autour de sa marque pour équilibrer un tant soit peu, on va dire, les intentions négatives qui sont autour de sa marque. Et enfin, s'asseoir et imaginer une stratégie de communication qui permet sur le long terme de pouvoir reconstruire donc cette réputation-là. Et parce que le fait... Il faut tout de même s'excuser, même si ce n'est pas de notre fait. Absolument. Donc, les excuses et ensuite clarifier les faits, parce que c'est important de fixer dans la tête donc, on va dire, des différents internautes, des différentes personnes qui nous suivent, les faits qui ont été, les réels faits sans les dénaturer, justement. Bien sûr. Et parce qu'en fait, justement, le bad buzz, il n'y a pas que du négatif. On peut en tirer du positif, donc notamment la notoriété. C'est en cela qu'on en arrive justement on va dire, au bad buzz orchestré. Oui, donc là, même en venir au bad buzz orchestré. Ça peut être très risqué. Hein, il est risqué, mais tiens-toi bien, nous sommes en 2020, nous étions à
1 milliard de contenus, hein, de posts sur les réseaux sociaux. Donc, imaginez que c'est énorme. Aujourd'hui, nous avons... comment dire, nous avons des écrits partout, des posts partout. Nous sommes sous un flot d'informations sur le digital. Donc, ça devient extrêmement difficile pour nos marques de se faire entendre. Donc, les marques commencent à imaginer des tactiques plus ou moins, on va dire, illicites pour attirer justement l'attention parce que dans le domaine, comme on le dit, la ressource rare en communication, c'est l'attention. Donc, les marques vont vers des tactiques peu recommandées pour attirer l'attention et passer leur message au public. Donc, assez rapidement, pour en venir à la définition du bad buzz orchestré, c'est une stratégie délibérée, non assumée par une entreprise, par une marque, par une personne, qui vise à créer une polémique, une controverse, dans le but d'attirer l'attention et avoir de la notoriété, avoir de la visibilité. Alors, notoriété, visibilité, tout ceci pour avoir de l'argent aussi. Absolument, c'est le nerf de la guerre. Hein. Oui. Lorsque vous n'arrivez pas à attirer l'attention du téléspectateur ou alors du client, vous ne pouvez pas lui proposer votre client, autant pour moi, votre offre, et donc avoir à faire du chiffre d'affaires. Donc, la notoriété et la réputation sont, on va dire, dans le monde moderne, en fait, les atouts principaux on va dire, du capital d'une entreprise. En fait. Alors, plonger, c'est vrai que moi, je parle beaucoup de risques, parce que c'est vrai que plonger dans ces polémiques, dans ce cercle vicieux, est-ce qu'on peut en ressortir? Parce qu'on est dedans, on se fait de l'argent, on avance au fur et à mesure, et on crée toujours des contenus pour pouvoir être sous les feux des projecteurs. Alors, c'est risqué, justement, voilà pourquoi la consigne voudrait qu'on n'en abuse pas, justement, des bad buzz orchestrés, parce que finalement, c'est votre réputation qui va en partie, sauf si vous voulez créer une réputation un petit peu scandaleuse à la Paris Hilton. Le but n'est pas de créer à foison des bad buzz orchestrés. Parce que finalement, on vous reconnaît comme une marque à scandale, une marque voilà, un peu sérieuse et tout ça. Donc, vous risquez d'y laisser même l'essentiel de votre activité. Donc, non, ce n'est pas conseillé d'avoir des bad buzz à répétition. Ça peut, comme je l'ai expliqué, dans un monde hyper info-obèse, on va le dire ça comme ça. Ça peut avoir du sens quelquefois d'avoir un bad buzz orchestré et donc avoir de la notoriété et placer son produit ou placer donc sa marque. Ça peut avoir du sens, mais utilisé à foison, il peut avoir de gros risques justement sur le long terme, justement sur la réputation de l'entreprise. Alors, merci beaucoup. Avec la réalisation, on a des images comme ça que nous allons vous faire passer, que nous allons commenter. Oui. Vous avez des exemples comme ça aussi de bad buzz? Oui. On prend le cas de La Redoute. En 2012, La Redoute, qui est une enseigne de mode, La Redoute poste donc sur son site internet, on va dire, un visuel où vous avez des enfants en Bermuda et puis un homme nu derrière. Donc, tout de suite, ce visuel-là crée le tollé sur le digital, retweeté, reposté par les internautes avec une grosse indignation derrière. Comment un homme nu peut se retrouver derrière des enfants. Oui. Donc, quelques heures plus tard, La Redoute va retirer donc, ce visuel-là. Il va présenter ses plates d'excuses aux différents internautes. Alors, La Redoute ne va pas rester là. Quelques semaines plus tard, elle va produire une vidéo dans laquelle donc, elle va s'excuser encore une fois et dit solliciter les internautes pour leur dire écoutez, vous avez l'œil de lynx, cet œil-là qui permet donc de déceler donc, des erreurs. Cette fois, on a mis sur le site quelques images et nous comptons sur vous pour débusquer plus ou moins les erreurs qui ont été volontairement. Donc, ça a été un challenge. Un bon plan marketing. Exactement. Donc, vous avez vu un bad buzz orchestré qui a généré, les chiffres le disent, il y a eu énormément donc, de visites, de trafic sur le site web donc, de La Redoute. Parce qu'en fait, ce qu'il faut noter assez rapidement sur les bad buzz orchestrés, c'est que voici le postulat, on se dit, vous allez avoir des détracteurs qui vont on va le dire, vous allumer, qui vont s'indigner. Mais vous allez avoir une autre majorité silencieuse qui n'aurait pas connu votre marque s'il n'y avait pas eu justement ce scandale-là. Donc c'était le pari de dire, écoute, on va accepter d'avoir, on va dire, les détractions d'un petit groupe
Et puis derrière, de l'autre côté, on va avoir ce gros groupe-là qui n'aurait pas su, n'aurait pas connu notre marque s'il n'y avait pas eu donc justement ce scandale-là. Voilà. Oui, allons-y. Voilà, deuxième exemple, c'est le cas de l'ex-président, le mania de l'immobilier, Donald Trump. Oui, c'est ce que j'allais demander. Exactement, donc en 2016, donc, il revient en politique et face à l'ancien First Lady, on va dire, prêtez-moi le nom, Hillary Clinton, justement. Donc il va produire pas mal de fake news, pas mal donc de bad buzz. Et finalement, voilà, les études disent que finalement, ces bad buzz à répétition, justement, ont aidé Donald Trump à son élection à la Maison-Blanche. Ben oui, et on l'a constaté, parce que c'était de petits scandales et tout. Exactement. Et lui, apparemment, on dirait que ça lui plaisait. Hein, ça lui plaisait, mais justement, on en revient à la question que tu posais, Ansval. Est-ce qu'on peut rester dans les bad buzz? Vous avez vu, hein, après ce qui s'est passé, c'est que les bad buzz, finalement, ont eu raison de lui à la dernière minute. C'est pour dire, on peut en profiter un temps soit peu, mais si vous restez dans cette stratégie de bad buzz, finalement, sur la durée, vous ne tenez pas. Vous voyez, même les influenceurs qu'on a chez nous, ceux qui vont rester dans les bad buzz à répétition, sur la durée, ils ne tiendront pas parce que finalement, le public va vous prendre plus ou moins pour une personne peu sérieuse, une marque un peu sérieuse. Et donc voilà, ça peut vous desservir in fine. Et quand ça commence à desservir, on fait des vidéos pour dire « Oh, j'ai changé maintenant et tout. » Absolument, on s'est compris totalement. J'ai changé, je ne fais plus ça et tout. Exactement. Enfin, bref. Alors, quel impact sur notre e-réputation? On va vraiment terminer sur ce dernier chapitre parce que c'est important. Oui. On reste dans une affaire, dans ce cercle-là. Oui. On n'arrive pas à en sortir. C'est ça. Un gros impact sur notre e-réputation. L'exemple de Donald Trump, justement l'a choisi parce qu'à dessein. Oui. Parce que l'idée, c'est de dire l'impact des bad buzz orchestrés à répétition, justement, c'est de casser la confiance que vous avez avec le public. Okay. N'importe quel businessman, n'importe quel homme d'affaires vous dira que nous gagnons de l'argent parce que, justement, il y a la confiance de nos clients. Donc, les bad buzz vont, un temps soit peu vous donner de la notoriété, vous permettre donc de vous faire connaître, mais à répétition, ben, ils vont casser la confiance que vous avez avec votre public, et cette confiance-là, sans elle, vous êtes incapable de faire des affaires. Donc, le premier impact sur votre e-réputation, c'est cela, casser la confiance que vous avez avec votre public qui est essentiel. Votre fanbase? Exactement, c'est ça. C'est le premier et j'ai envie de dire le risque majeur que vous courez, c'est ça, justement. Alors, qu'est-ce qu'on retient rapidement avant de terminer? Alors, pour retenir, c'est que, pour finir rapidement, on retient que les bad buzz orchestrés dans un monde où vous avez énormément de contenu et on a envie de se démarquer, peut être une stratégie de communication, de marketing pour avoir de la notoriété, mais utilisé à foison, il peut constituer un réel danger pour notre réputation qui, sans elle, nous ne pourrons pas faire d'affaires, voilà, résister sur le long terme. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Si vous aimez les bad buzz orchestrés, voilà, allez-y, mais faites aussi attention. Hein? Et si vous n'en aimez pas comme nous, notre cœur n'a pas bon frein, donc on n'est pas dans ce genre de choses. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Très cher. Dans quelques instants, on va recevoir bien sûr le sourire et les infos de Kamel Dia pour le flash d'information. Et nous, on va se retrouver avant, bien sûr, la fin de cette émission. J'ai dit, on va parler santé, on va recevoir bien sûr nos différents gagnants et on va vous ramener encore dans des souvenirs. À tout de suite. Sous la présence effective de M. Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers l'Institut national d'hygiène publique, organise, en collaboration avec la mairie d'Anyama, la cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement du milieu et le diagnostic environnemental, le jeudi 14 décembre 2023, sur l'esplanade située en face de la mairie d'Anyama à partir de 9h. Élus locaux du district d'Abidjan, leaders religieux et communautaires, ONG, population, vous y êtes tous attendus. Ensemble, mettons l'hygiène au cœur de notre vie, car l'hygiène, c'est la santé. Infoline 143. Sous la présidence et la présence effective de M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, vous convie à la cérémonie de pose de la première pierre de la construction du Data Center National de Côte d'Ivoire, le jeudi 14 décembre 2023 à 11h, au siège de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, IGF, à Marc-Oriano-Mambo. Le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, au cœur de la transformation numérique de la Côte d'Ivoire.
Bonjour à tous. Le lundi dernier, les élèves et enseignants des lycées municipaux Pierre Gadier de Yopougon ont reçu la visite du premier magistrat de la commune. Adama Bictogo leur a prodigué des conseils avant de les inviter à se détourner des congés anticipés. Frédéric Poulaï et Didier Nguessan. Adama Bictogo, aux côtés des élèves et du corps enseignant des lycées municipaux Pierre Gadier 1 et 2 de Yopougon Terminus 40 pour le salut aux couleurs. Pour le premier magistrat de Yopougon, il s'agit de célébrer la fraternité autour de l'emblème national qui traduit les valeurs citoyennes. Ce qu'ils doivent retenir comme valeurs essentielles, les valeurs cardinales, c'est le travail, le sérieux, la discipline, l'engagement, la citoyenneté. Être d'abord ivoirien, porter le drapeau Côte d'Ivoire où qu'il se trouve et que cela commence par leur jeune âge. Nous saluons le drapeau quand on était aussi à l'école primaire déjà. Donc il faut revenir à nos valeurs. Dion Robert, le porte-parole de la communauté éducative de ces deux établissements secondaires, s'est réjoui de la visite du maire Adama Bictogo. Il a ensuite égrené quelques doléances. Nos doléances ont pour nom les tables, le matériel didactique et nous avons aussi besoin du matériel de reproduction en termes de rames, en termes d'encre, tout ce qu'il faut pour créer de bonnes conditions de travail. Le maire s'est engagé à réhabiliter et construire de nouvelles infrastructures au sein de l'école. En cette veille des fêtes de fin d'année, il a invité les élèves à se détourner des congés anticipés. Aujourd'hui, je suis donc venu communier avec nos enfants pour ne pas se laisser distraire par ce qu'ils appellent les congés anticipés. Et vous avez noté avec moi, ils sont tous engagés à rester à l'école jusqu'à la date des vacances et qu'ils fêteraient donc même Noël dans l'école. Donc pour moi, c'était important de passer un message. Et je crois que nous sommes dans une dynamique de sensibilisation de nos enfants. Message bien perçu par les apprenants. Il y a comme un thème de congés anticipés. Nous qui sommes en classe d'examen, ça ne nous permet pas de bien suivre les cours. Je peux dire à mes amis d'éviter les congés anticipés. S'il y a des amis qui les conseillent, c'est d'arrêter. Le lycée municipal Pierre Gadier de Yopougon compte 7000 élèves. Adama Bictogo a fait la promesse de leur offrir un arbre de Noël le 20 décembre prochain. La campagne Carton Rouge contre les violences basées sur le genre a été lancée. C'était en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, accompagnée d'autres membres du gouvernement. C'est une campagne qui va durer 12 mois et a pour objectif d'éradiquer ce fléau à l'horizon 2030. Davis Eo pour ce reportage. Face à la recrudescence des violences basées sur le genre, la campagne Carton Rouge contre les VBG s'ouvre. Une campagne pour stopper les violences faites aux femmes, des violences qui conduisent parfois à l'irréparable. Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, porteuse du projet, brandit un carton rouge contre toute forme de violence et de discrimination à l'égard des femmes et des enfants. Carton rouge est une manifestation de solidarité. Solidarité entre les acteurs, solidarité entre les pays, solidarité dans les moyens et les méthodes, une solidarité transnationale et multisectorielle. Mobilisés autour de cette campagne, ONG, Organisation des Nations Unies, société civile et personnalités venues d'Afrique ont participé à la déclaration d'Abidjan pour dire non au VBG. Cette déclaration a attiré l'attention de Kandia Kamisoko Kamara, présidente du Sénat. Je souhaite que les conclusions des travaux des sessions ainsi que le contenu de la déclaration finale soient mises à la disposition des parlementaires en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique pour que sénateurs et députés se l'approprient dans le cadre de la coopération et de la diplomatie parlementaire. Représenté par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Premier ministre s'engage à faire de la lutte contre les VBG l'une des priorités du gouvernement. Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, encourage les différents participants et assure de sa disponibilité et de son engagement constant
s'agissant du bien-être et de la promotion des femmes. En 2022, ce sont 7 919 cas de violence basés sur le genre qui ont été déclarés et traités en Côte d'Ivoire. Et cette année, de janvier à septembre, ce sont déjà 5 360 cas enregistrés par le Programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Ces chiffres devraient considérablement fléchir, voire passer à zéro à l'horizon 2030 grâce à la campagne Carton Rouge contre les VBG. En sport à présent, le Paris Saint-Germain obtient son ticket pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. L'équipe parisienne s'est qualifiée en match nul face aux Allemands. Dans l'autre rencontre du même groupe, l'AC Milan s'est imposé 2-1 face à Newcastle. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Kamel Dia. Et puis, on va se retrouver demain avec beaucoup de plaisir. Petit souvenir d'enfance comme ça de Kamel Dia. Il y a beaucoup de choses. Kamel Dia aimait beaucoup jouer au ballon. Comment? Kamel Dia aimait beaucoup jouer au ballon avec les petits garçons. Ah bon, hein? Oui. OK. C'était ça. Quel poste? J'étais peut-être dans les poteaux et tout ça. Mais je me débrouillais un peu, oui. Gardienne? Oui. Oh là là! Ça, j'aimerais voir ça. Ah non. Bien sûr. Plus maintenant. On a une équipe de football ici, une équipe de football avec des femmes. Donc, oui, voilà. Effectivement. Ouais. Mais il y a une équipe de matin bonheur. Jacques Bourg me fait dire qu'il y a une équipe de matin bonheur. Et que la capitaine, c'est la rédactrice en chef. Ah bon? Oui. On va essayer alors. Merci beaucoup à Kamel Dia. Donc, allez, souvenir d'enfance pour aujourd'hui. Nous allons vous ramener, on l'a dit, plusieurs années en arrière. Et il y a un élément, il y a forcément un élément qui a marqué notre esprit. Parce que cet élément-là nous permettait comme ça d'ouvrir voilà, les boîtes de conserve, la sardine et tout. Et donc cet élément que vous voyez là à l'écran grâce à la réalisation est notre souvenir d'aujourd'hui. On va dire quoi? Un décapsuleur, un ouvre-boîte, tout simplement, pour toutes les personnes qui se souviennent de ça. Ça existe encore, hein? Il y en a. C'est vrai qu'on n'utilise pas forcément ça pour ouvrir encore nos différentes boîtes de conserve, mais ça existe et on peut en retrouver. Allez, c'était notre souvenir d'enfance pour aujourd'hui dans ce rendez-vous du jeudi. Demain, certainement, on aura un autre souvenir d'enfance, histoire de vous ramener un peu dans le temps pour vous donner beaucoup de souvenirs. Place maintenant à nos différents résultats. Et oui, il y a quelques minutes, nous vous avons donné une question pour le quiz de Cannes. Et sans plus tarder, on a eu déjà un gagnant. Sinon, bien avant, on va rappeler que le quiz 9, c'était avec M. Kofi Alexandre depuis Yopougon. Le quiz 10, il y a l'aidé Michael depuis Boaké. Et le challenge matinal Kamagaté en Zoumana. Avec le challenge matinal, c'était surtout d'où viennent les Kamara de Bouna. Ils viennent du Ghana. Et merci à M. Kamagaté Anzoumana qui nous a envoyé son SMS depuis Bouna. Voilà. Nos présents sont dans ce studio. Voilà, vous apercevez ce que nous devons offrir à nos gagnants, voilà, qui ne sont pas certes présents aujourd'hui, mais on vous montre vraiment ce que nous devons vous offrir lorsque vous participez comme ça à nos différents jeux. Et pour la question d'aujourd'hui dans le quiz de Cannes, quelles sont les 2 éditions de la Cannes au cours desquelles la Côte d'Ivoire est arrivée en finale sans encaisser de but? En 1992 et en 2012. Et le gagnant est M. Koulibaly Ambof, Auguste, et qui nous a envoyé son SMS depuis Marcory. C'était à 6h48. Voilà, le premier à nous faire parvenir son SMS et la bonne réponse. Merci donc à M. Koulibaly Ambof depuis, bien sûr, Marcory, 6h48. On va le recevoir ici aussi pour lui remettre ses présents. Voilà, ce sont des maillots, des écharpes et tout. Et pour le challenge matinal, c'est un paquet cadeau. Allez, l'actualité maintenant avec Renaud dans quelques instants. L'eau officielle de la Cannes Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, céleste, pure et légère. Servir coq ivoire, c'est faire savourer des produits sains.
À chacun sa raison d'être supporter. Depuis 45 ans, Coquivoire, le professionnel de la volaille, a dégusté en toute confiance. Étincelante et sublime comme une femme africaine, 100% palme, sans cholestérol, pur et digeste. L'huile Nada vous accompagne dans la réussite de vos repas. Quand on souhaite faire plaisir à ceux qu'on aime et surtout leur procurer du bien-être, on fait le choix de l'huile Nada, riche en vitamine E et enrichie en vitamine A. L'huile Nada vous fera basculer dans un univers agréable en révélant l'excellent arôme de vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous. Bonjour à tous, on ouvre ce numéro de la revue des Unes avec l'Expression qui nous apprend que 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État Alassane Ouattara hier. Et à cette occasion, ces diplomates, au nombre desquels figure le tout nouveau nonce apostolique, se sont engagés à œuvrer pour le raffermissement des relations entre la Côte d'Ivoire et leurs États respectifs. Le tribunal de première instance de Bingerville et le centre d'observation des mineurs de la même commune ont été inaugurés hier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Selon Fraternité Matin, ces 2 infrastructures qui ont été construites dans le cadre du programme Contrat de désendettement et de développement C2D visent à rapprocher davantage la population des services judiciaires. C'est ce dimanche 17 décembre que va se tenir l'élection de la nouvelle présidente de l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le Patriote dit tout sur ce grand rendez-vous auquel sont attendus 8000 Amazones du parti au pouvoir. Des militantes qui, au dire de Raymond Goudou Kofi, présidente du comité d'organisation de cette Assemblée générale élective, profiteront de l'occasion pour célébrer le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et puis, la veille de l'élection de la première responsable des femmes du RHDP, le PDC élira quant à lui son nouveau président. Le Nouveau Réveil livre les dernières consignes sur cet événement qui va faire entrer le parti créé par Félix Houphouët-Boigny dans une nouvelle ère. Le confrère souligne néanmoins que les avocats de Maurice Kakou-Gikaoué ont fait une mise en garde hier quant à l'utilisation de l'image de leur client qui, pour rappel, n'est plus en lice pour cette élection. On s'arrête ici pour ce numéro de la Revue des Unes. Merci beaucoup à Renaud pour toutes ces actualités qui nous permettent de feuilleter comme ça toutes les pages, surtout les unes. Oui, les unes. Surtout les unes, parce que c'est la revue des unes. Pour ceux qui ne savent pas, la une, c'est tout simplement ces premières photos et ces premières informations qui sont sur la première page du journal. Merci beaucoup, Renaud. Je vous en prie. Excellente journée. À vous. Et à tout de suite. Allez, la suite avec ce que nous avons annoncé depuis le début de cette émission. On va évoquer le pied diabétique, oui, dans cette partie très importante de cette émission. On parle santé, bien sûr, avec cette dame, qui nous donnera de plus amples informations sur le pied diabétique. Qu'est-ce que c'est, plus ou moins, on sait un peu ce que c'est lorsqu'on parle de pied diabétique, mais surtout la prévention, lorsqu'on évoque le pied diabétique dans quelques instants avec le docteur Brigitte Helms. Non, piment est bon. Actuellement, regardez, matin bonnet, si LTI, l'émission est trop du c'est chic aussi. Je vends des locaux, Isaïe Karakour, venez acheter aussi. Voilà. Et avec beaucoup de plaisir, nous la recevons. Docteur, bienvenue chez vous. Entrez, Bonjour. Comment allez-vous? Installez-vous dans votre salon, Avec vous, on va parler de ce sujet très important. D'ailleurs, tous les sujets que nous proposons ici sont des sujets importants. Et puis, ce sont des sujets qui permettent à nos téléspectateurs d'approfondir leurs connaissances. Alors aujourd'hui, on va parler du pied diabétique. Oui. C'est vrai que j'ai dit, plus ou moins, on sait ce que c'est que le pied diabétique. Alors, mais dans quelques détails encore pour approfondir les connaissances de nos téléspectateurs, le pied diabétique. Comment on peut le définir? C'est un pied à risque. Oui. Le pied diabétique est un pied à risque. C'est un pied qu'il faut prendre au sérieux. OK. Malgré tout ce qu'on peut penser, malgré les médicaments, lorsqu'on a la moindre petite plaie, il faut réagir. Oui. Sinon, on peut aller jusqu'à l'amputation. Bien sûr.
Voilà. Alors, on parlera bien sûr de tout cela. Donc, il faut comprendre que le pied diabétique, eh bien, c'est le pied, tout simplement, de quelqu'un qui a du diabète. Il faut vraiment prendre soin de ce pied pour ne pas avoir de plaie. Quels sont les signes qui peuvent nous alerter comme ça, lorsqu'on parle de pied diabétique? Alors, on a d'abord le changement de couleur de la peau. OK. On a le pied qui gonfle ou la cheville. On a par moments des odeurs inhabituelles et qui ont du mal à disparaître. Oui. On a une baisse de sensibilité au niveau du pied. C'est surtout tous ces signes-là. On a des fissures, parce que des fois on a des fissures autour du talon, donc c'est à prendre aussi en considération. Lorsqu'on a des callosités, on peut avoir des mal perforants qui sont logés en dessous. Lorsqu'on a des pieds d'athlète, ce sont des portes d'ouverture pour les infections. Et tout ça emmène. Et ça, ce sont des trucs qui doivent nous alarmer. On doit se rapprocher, le diabétique doit se rapprocher d'un spécialiste. Voilà. Alors, lorsqu'on arrive à un certain niveau dans le diabète, ce sont des signes qui surviennent comme ça? Oui, parce que le diabète, je veux dire que celui qui est diabétique n'est plus comme celui qui n'est pas diabétique. Alors, il a le système qui change complètement, puisque l'insuline ne se fabrique plus correctement. Bien sûr. Il y a un grand dessèchement. Il faut savoir que le diabète dessèche énormément la peau. C'est le plus gros problème. Or, on est enveloppé d'organes. La peau est le plus important sur une personne. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que nous devions prendre en compte, qu'un diabétique, en fait, doit prendre en compte et réagir au plus vite. Bien sûr, réagir au plus vite. Et nous aussi, on est là pour vous accompagner dans cette... Parce que j'ai vu que tout à l'heure, il y a une photo qui est passée. Oui. Ça, c'est juste quelqu'un qui a eu à porter une chaussure. La réalisation va nous remettre la photo de tout à l'heure. Voilà, c'est celle-là. Oui. Juste une chaussure qu'il a eu à porter. Oui. Et il a eu une ampoule qu'il n'a pas considérée. OK. Et c'est parti en une semaine. C'est ce qu'on a eu. Et ça va très vite? Ça va très vite. Parce que les tissus du diabétique pourrissent vite. Oui. Il faut savoir que le diabète, si la circulation n'est pas correcte, si les vaisseaux ne sont pas débouchés correctement, les cellules ne sont pas irriguées normalement, toutes les cellules nécrosent rapidement. Oui. Dans les images que nous allons proposer, chers téléspectateurs, nous allons heurter un peu votre sensibilité parce qu'il y a des images un peu fortes. Vous avez parlé d'ampoule tout à l'heure. Oui. Quels sont ces signes-là d'alerte en cas de plaie? En cas de plaie, plaie, on a la fièvre. OK. On a des odeurs désagréables. Oui. On a des écoulements au niveau des lésions nécrotiques. Ça va commencer à noircir. Oui. Et ça sointe. On a aussi l'artérite qui va venir aggraver. Des fois, on a le pied froid. Des fois, on a un manque de poulpe pédieux, au tibia aussi postérieur. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des signes qui sont là. Donc, c'est pour ça qu'on conseille le plus souvent aux diabétiques, dès qu'il a une ouverture, sous les 48 heures, d'essayer de se faire prendre en charge par des spécialistes donc, qui sont vraiment habitués aux pieds diabétiques. Bien sûr. Alors, vous avez parlé de prise en charge, on va rester sur ce sujet. La prise en charge. Voilà, sur la prise en charge, parce que c'est très important. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette prise en charge-là, les avantages et tout? Les avantages de cette prise en charge, alors, il faut savoir que le podologue, lui, il traite tout ce qui est infection et il soigne. Donc, quand le diabétique, je prends mon cas, le diabétique vient, on fait le tour du pied, on va traiter, on va nettoyer, on va lui donner des conseils. Alors, on réalise des soins, surtout pour les diabétiques où les soins doivent être réguliers. Ça leur permet de pouvoir garder le pied vraiment le plus longtemps possible. Parce que le plus souvent, quand on regarde dans le diabète, c'est souvent le pied. C'est rare, bon, on a des cas où il y a les mains, mais c'est rare. C'est tout le temps les pieds qui sont pris en premier. Voilà.
Mais, le pourquoi, peut-être qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi le pied. Le pourquoi le pied, mais c'est le pied qui supporte tout le corps. Voilà. C'est le pied qui est le moins surveillé. Il y a des gens qu'on voit qui ne s'occupent vraiment pas de leurs pieds. Si je prends, disons, votre cas, dans un mois, vous cognez les orteils. Soit par un meuble, soit par n'importe quoi. Mais ça passe. Oui. Alors que dès qu'on a un petit bobo sur le visage, tout de suite, on va courir. Oui. Voilà, donc le pied, c'est la partie du corps dont on s'occupe le moins. Et pourtant, c'est ce qui supporte tout le corps. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Vous l'avez dit, c'est un pied à risque. C'est un pied à risque. C'est un pied à risque. Même, par exemple, marcher pieds nus, c'est défendu pour un diabétique. Mettre ses chaussures, vérifier si les petits-enfants n'ont pas mis peut-être un jouet ou quelque chose pour ne pas... En fait, il faut éviter toute ouverture. Quelle que soit l'ouverture, il faut l'éviter. Bien sûr. Alors, nos téléspectateurs qui sont très attentifs vont noter vraiment tout ce que vous êtes en train de nous dire parce que c'est très important. Alors, on va leur permettre comme ça d'avoir quelques recommandations en tant que pédicure podologue. Voilà, c'est votre fonction. Donc, alors, quelques recommandations alors, téléspectateurs. Il y a 10 recommandations qu'on conseille souvent aux diabétiques quand ils viennent. C'est une fiche qu'on leur donne. Lorsqu'ils se lavent le pied, il faut éviter de se laver le pied à l'eau trop chaude pour ne pas se brûler et éviter de trop tremper pour ne pas avoir de macération. Il faut et bien essuyer entre les orteils, parce que quand on n'essuie pas bien, qu'on se chausse, c'est là qu'on a des pieds d'athlète, voilà, qui ne sont pas de bonnes choses pour les diabétiques. C'est des portes d'entrée. Alors, il faut examiner les pieds, comme je disais tout à l'heure, pour voir s'il n'y a pas une petite plaie, il n'y a pas une petite lésion. Il faut hydrater le pied du diabétique. Normalement, il y a des crèmes à base d'urée pour les diabétiques. Il faut faire de la marche pour que le sang puisse circuler correctement, parce que les diabétiques, en général, ont toujours un problème au niveau veineux. Il faut savoir que les veines se bougent par des scléroses. C'est pour ça qu'on demande souvent aux diabétiques de rencontrer son diabétologue et qu'on demande souvent aux diabétiques de faire des contrôles au niveau veineux pour voir s'il n'y a pas des scléroses qui sont venues boucher les artères. Voilà. Alors, on va demander aux diabétiques de se faire couper les ongles par des spécialistes, pas trop courts, pour ne pas être blessés aussi. On va leur demander, parce qu'il y a des diabétiques qui ont des corps qui vont en pharmacie demander pour traiter les corps, éviter d'utiliser des couricides qui sont pas bons, qui brûlent la peau. Porter des chaussettes en lin ou en coton, éviter tout ce qui est un peu synthétique, parce qu'aujourd'hui, dans le commerce, il y a des chaussettes diabétiques. C'est éviter de porter des chaussures avec des coutures qui peuvent entraîner des ampoules ou des inconforts. Porter des chaussures adéquates, pas trop serrées pour éviter les ampoules. Voilà. Alors, voilà un peu tout ce qu'on peut demander à un diabétique de faire. C'est une nouvelle vie. Voilà. C'est une nouvelle vie. Et comme souvent je dis à mes patients, il ne faudrait pas que ce soit la maladie qui vous épouse, mais que vous épousiez la maladie. Dans ce sens où je fais comprendre aux diabétiques, elle est là. On ne peut pas la mettre de côté. Il faut vivre avec. Donc, c'est savoir comment la gérer, cette maladie. C'est pour ça que le plus souvent, je donne des recommandations dans la nourriture, dans l'hygiène. C'est pour ça qu'on fait de la prévention. C'est pour aider nos patients à pouvoir vivre avec cette maladie et au mieux. Bien sûr. Voilà. Votre accompagnement, c'est vrai que vous êtes pédicure-podologue et tout, mais votre accompagnement, c'est aussi psychologique. Oui, comme vous le dites, il faut accepter. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas d'être diabétiques. Beaucoup. Alors qu'on peut vivre avec. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais on peut vivre avec. La plupart de mes patients que je reçois aujourd'hui vivent avec. Et ils vivent bien avec. Parce qu'il y a des petites astuces qu'il faut avoir. C'est tellement simple. C'est vrai qu'on mange, c'est vrai que le palais a goûté à beaucoup de choses, mais il faut noter ce qu'on mange. Il faut prendre sa glycémie. Parce qu'une glycémie qui fait yo-yo, au bout du compte, on paie les pots cassés.
Bien sûr. Alors que si elle est stable, on s'en sort plus facilement. Alors, déjà, merci pour toutes les personnes que vous rencontrez, avec qui vous échangez, parce que ce n'est pas du tout évident. Moi, quand je regarde cette liste de ce gros document que j'ai, ce sont des choses qu'il faut afficher à la maison pour les suivre, parce qu'on parle de bien se nourrir, de masser les pieds très souvent avec une crème adaptée. La fréquence, par exemple, de massage. Quand vous sortez de la douche, c'est comme si vous mettez une crème sur le corps. Okay. Ce n'est pas spécialement se dire, bon, je vais m'asseoir, je vais faire ça. Non. Quand vous sortez de la douche, vous devez bien essuyer entre les orteils. Oui. Voilà. Ça fait partie du quotidien. Une fois que c'est fait, bon, ça rentre dans le quotidien, comme on dit. Hein. Oui, oui, oui. Alors, on va bien chez les esthéticiennes se faire les ongles. Oui. Je veux dire qu'une fois par mois, le diabétique peut aller voir un spécialiste approprié à ça, un spécialiste pour pouvoir lui faire ses soins, afin de ne pas lui créer des problèmes. Parce que toute blessure est fatale. Bien sûr. Et ça va très vite, très très vite. Vous avez dit en moins d'une semaine. En moins d'une semaine. Ça, c'est une image qui n'a pas duré. Oui. Il y a une autre image que je ne sais pas. Avec l'aide de la réalisation, on va revenir sur nos différentes images pour qu'on puisse les commenter. Tout à l'heure, on a vu... Voilà, ça c'est une image où la personne a eu une ampoule. Oui. Et bon, l'ampoule s'est dégradée tellement vite. Donc, il a traîné ça pendant pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Hein. Oui. Quand on arrive à ce stade, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on arrive à ce stade, bien sûr, il faut soigner. Oui. Alors, il faut soigner. C'est quelqu'un que j'ai soigné, qui est venu au cabinet. J'ai demandé les médicaments qu'il prenait. On a fait un check-up. Et puis, on a commencé à faire des pansements. Okay. Mais par contre, le plus souvent, soigner une plaie diabétique, il faut la décharger. Si on ne la décharge pas, on n'atteint pas de résultat. Ça veut dire que décharger, c'est mettre la plaie pas sous une pression. Il y a des chaussures qu'on appelle des chaussures baroques. Okay. C'est pour ça le plus souvent qu'on conseille ça aux patients, pour qu'ils portent sa chaussure baroque de façon à ne pas venir appuyer sur les tissus. Okay. Sinon, les tissus nécrosent. Voilà. Donc, il faut décharger la plaie pour pouvoir avoir un meilleur résultat. Okay. Mais c'est long. Il ne faut pas se mentir, c'est long. Mais c'est moins long que si on ne le soigne pas, après on a un mauvais résultat. Bien sûr. Donc, on part avec une autre photo. Oui. On part avec une autre photo, voilà. Commentaire, docteur? Ça, c'est pratiquement un mal perforant. Hein? Un mal perforant. OK. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qui a eu son diabète. Oui. Voilà. Et puis, toute la plaque, tout au niveau de la plaque métatarsienne, la peau a dû s'enlever. OK. Ça peut être dû aussi à une ampoule qu'il a pu avoir, qu'il a négligée. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous marchez, vous êtes sur les têtes métatarsiennes. Oui. Et tout l'appui du corps se fait là, à cet endroit. Même quand on fait un déroulé de pas, on est sur les têtes métatarsiennes. On n'est pas sur les bouts des orteils, les phalanges. On est sur les têtes métatarsiennes. En tout cas, merci beaucoup, docteur Brigitte Helms. Avec vous, c'est mieux traiter, mieux prévenir. Mieux prévenir, voilà. Le pied diabétique, on l'a dit, c'est un pied très risqué. Il faut vraiment être alerte, il faut être prompt lorsqu'on a des plaies et tout. Et puis, il ne faut pas qu'on puisse arriver jusqu'à l'amputation. Oui. Parce que je sais qu'on n'a pas eu de psychologie, il y en a qui ne supportent pas lorsqu'on arrive à cet état. Docteur, on va se mettre là. Pas de souci. Vous venez là à ma droite. J'ai dit c'est mon côté fétiche. J'aime que les invités soient à droite. Alors, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. On espère que vous avez bien compris tout ce que nous avons dit avec notre docteur sur le pied diabétique. Pour la citation d'aujourd'hui, sachez qu'il est plus facile de garder intacte sa réputation que de la blanchir quand elle est ternie. Voilà, c'est notre citation d'aujourd'hui. C'est qui nous fait revenir un peu sur notre vérificateur plus. Merci à Nouvelle Version Trècheville, la Venue 16 qui nous a habillés encore aujourd'hui. Merci surtout à Jacques Brou et à toutes les personnes qui ont travaillé cette émission. Merci à vous, docteur. Plaisir de vous retrouver très bientôt encore dans Matin Bonheur sur la chaîne qui rassemble. Et excellent jeudi à tous et à toutes. De vos grillades et fritures. Nada, savourez les plats de chez vous.